Aujourd'hui, non, je ne vais pas vous faire un résumé, je vais faire mieux que ça. Aujourd'hui, je vous présente pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, stop. Je vous présente aujourd'hui 6 threads d'horreur longs. C'est bon pour vous? J'ai vu que vous appréciez les vidéos de compilation et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo longue mais de threads d'horreur inédits de la chaîne. Pas mal, non? Vous me direz ce que vous en pensez. Non, parce que moi je me fais chier à faire des threads d'horreur toutes les semaines, plus des grosses vidéos, et vous aimez plus les compiles. Je sais pas trop quoi en penser. Ah non, pas de soucis, je suis pas vexé, je comprends. Pas du tout. Pas du tout. Bref, aujourd'hui, on part au fin fond des threads d'horreur dans des thèmes tous différents. Comme vous pouvez le voir, je suis même assis tellement la vidéo va être longue à tourner. Alors posez-vous, vous aussi, mettez-vous dans une ambiance sombre et terrifiante et on est parti pour ces 6 threads d'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Clémentine. Elle nous explique qu'elle vit dans le sud-ouest de la France et qu'elle a aujourd'hui 18 ans. Mais lorsque les faits se passent, elle n'en a que 12. Son histoire se déroule donc pendant les grandes vacances entre la 5e et la 4e. Cette année-là, sa famille et elle vont en Italie pour la 3e fois de suite. Cette fois-ci, cependant, elle se rendent dans le sud de l'Italie, près de Naples. C'est précis. Comme d'habitude, elle loue une petite maison proche de la plage. Cependant, cette maison a quelque chose de particulier, car la salle de bain se trouve à l'extérieur. À part cela, tout va bien. La maison est propre, rien d'anormal. Durant ses vacances, comme lors de toutes les autres, Clémentine dort dans la même chambre que ses deux sœurs, qui sont plus âgées, afin de payer moins cher en ne louant que 2 chambres. Comme je le disais, mis à part ce petit inconvénient de la salle de bain, il n'y a aucun souci. Et elle nous précise que c'est la première année que les propriétaires louent la maison dans laquelle ils sont, donc ils tiennent à tout leur montrer. Ils sont même un petit peu aux petits soins avec eux. En partant, les propriétaires leur donnent les dernières consignes, dont celle de bien fermer les volets à clé, car il y a eu dans le passé des tentatives d'intrusion de la part de nombreux migrants dans ce coin. Allez hop, c'est raciste. Non, je rigole, c'est normal de fermer et de pas avoir envie qu'on rentre chez soi, que ça soit des migrants ou n'importe qui. La première semaine de vacances se passe bien. Ils font quelques escapades dans le sud de l'Italie, mais la plupart du temps, ils vont à la plage qui est à 20 minutes à pied. La plage est très belle selon Clémentine, et en plus, elle est chaude et très claire. L'ennui, c'est qu'elle ne capte pas du tout de réseau. Du moins, elle explique que elle et ses sœurs ne reçoivent rien du réseau italien, car elles reçoivent les messages de la France, ce qui est un peu étonnant, car en revanche, elles ne reçoivent pas les messages qu'elles s'envoient entre elles, qui est un peu embêtant pour communiquer. Bref, malgré ça, la première semaine se passe, et à la fin de la première semaine, la sœur de Clémentine attrape un rhume, qui est assez embêtant pour elle et son autre sœur, car elle se met à ronfler. On arrive donc maintenant à la 2e semaine, et les premiers jours, elles se lèvent tôt, car elles font beaucoup de visites. Sauf que, étant donné que sa sœur ronfle, Clémentine passe de très mauvaises nuits. La fatigue s'accumule, et finalement, un jour où ils ne font rien arrive. Le matin, elle et sa famille vont à la plage, mais l'après-midi, étant donné l'état de fatigue de Clémentine, ils décident tous de rester à la maison pour se reposer. Et c'est là que les ennuis arrivent. Sa famille, finalement, s'ennuyant dans l'après-midi, décide de partir et elle se retrouve seule à la maison. À l'époque, elle n'a pas de portable, mais son père lui laisse souvent le sien quand elle reste seule, au cas où. Elle va se coucher, mais elle n'arrive pas à s'endormir. Elle décide de se lever et de commencer à jouer sur le portable, et 10 minutes plus tard, quelqu'un sonne. Elle est surprise, mais elle se dit que c'est probablement un voisin qui n'est sûrement pas au courant que les propriétaires ont loué. On sonne une 2e fois, mais elle est absorbée par son jeu, donc elle s'en fiche. De toute façon, ce n'est certainement pas pour eux, car ils ne sont là que pour 2 semaines. Juste après, elle entend un bruit métallique, mais elle n'y prête pas attention, pensant que cela vient du voisin. Un peu plus tard, elle a besoin d'aller aux toilettes, et lorsqu'elle a fini de faire pipi, en baissant la tête pour prendre du papier toilette, elle aperçoit entre les barreaux du volet fermé un homme, la tête penchée, la langue pendante. Le mec a la langue pendante comme ça, c'est un chien ou c'est un mec? Elle est immédiatement terrifiée, mais elle ne fait pas de bruit. Et l'homme, quant à lui, reste immobile. Elle se dit alors qu'avec le contraste de luminosité entre l'extérieur et l'intérieur, il n'a pas pu la voir. Elle pense immédiatement que cet homme est un fou au premier sens du terme. Elle se réfugie donc dans la chambre de ses parents, prend le téléphone et un couteau, paniquée. Elle essaie de faire semblant qu'il y a du monde à l'intérieur en appelant ses parents et ses sœurs, mais comme personne ne répond, la panique monte de plus en plus, car d'un moment à l'autre, pour elle, elle en est certaine, le fou peut rentrer dans la maison. Elle décide donc d'envoyer un message à tous les derniers contacts de son père en se disant qu'ils vont sûrement répondre rapidement. Dans ce message qu'elle envoie, il y a écrit
Dites à mes parents qu'il y a un fou à la maison s'il vous plaît, il faut qu'ils viennent rapidement. Elle termine d'envoyer un 5e message quand tout à coup, l'homme tente de rentrer par la seule fenêtre du salon où les volets ne sont pas fermés. Elle le voit distinctement à ce moment-là. Il est chauve, plutôt fin et de taille moyenne. Elle sait qu'elle n'a que quelques secondes pour agir avant qu'il ne soit à l'intérieur de la maison. Et elle sait aussi qu'elle ne fera pas le poids face à lui. C'est pourquoi elle prend son courage à deux mains, elle prend le couteau, essaie de paraître plus imposante qu'elle ne l'est et crie de toutes ses forces en frappant contre la fenêtre. Surpris, l'homme s'éloigne. Elle reste encore dans le salon et continue de crier de toutes ses forces tout en pleurant. Mais un autre problème se pose. Elle ne sait pas si cet homme est un vrai déséquilibré mental et surtout, elle ne sait pas où il est car le jardin est plutôt grand. Elle attend donc dans le salon, le couteau à la main et elle n'entend plus rien. Mais chaque petit bruit qu'elle va entendre après ça lui provoque un stress monumental. Elle hésite alors à appeler à l'aide de toutes ses forces ou écouter si l'homme est toujours là. Et elle décide finalement d'appeler à l'aide en ouvrant la fenêtre et en criant dans toutes les langues possibles qu'elle connaît. Mais il n'y a aucune réponse des voisins. Et en même temps, elle nous explique qu'elle profite de l'occasion pour insulter l'homme. Au calme. Par la suite, il vient la demi-heure la plus longue de sa vie. Sans aucune nouvelle de l'extérieur, sans nouvelle de cet homme, rien. Puis, enfin un appel. C'est sa mère. La communication est mauvaise, mais elle entend sa mère dire que son père et l'une de ses sœurs arrivent en courant. Elle reste au téléphone avec elle. Sa mère essaie de la calmer comme elle le peut. Elle attend alors encore de longues minutes, 10 minutes pour être précis, et à nouveau, elle entend des bruits de pas et ce bruit métallique. Elle ne sait pas si c'est l'homme ou sa famille, elle est terrorisée. La porte s'ouvre et elle voit son père. Elle s'effondre dans ses bras en pleurant, saine et sauve. Au final, ils font le tour du jardin et il n'y a plus personne. Le bruit métallique qu'elle entendait provenait en réalité de l'endroit par où l'homme passait pour arriver dans le jardin. C'est une cuve de fioul pour le gaz qui avait été déformée par le poids de l'individu. Les propriétaires arrivent le lendemain en catastrophe et elle leur décrit comment l'homme était. Finalement, tout le monde pense que c'était un cambrioleur, car ils ont retrouvé un tournevis chez le voisin. Et donc, ils pensent que ce n'était pas quelqu'un qui voulait vraiment du mal à Clémentine, mais plutôt quelqu'un qui pensait qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Et il a été sûrement surpris de voir quelqu'un, et une petite fille en plus avec un couteau, foncer contre la fenêtre et taper le plus fort possible tout en criant. Que je comprends, si j'étais cambrioleur, j'aurais eu peur aussi. Mais je suis pas cambrioleur, calmez-vous. Clémentine nous explique que même 5 ans après, elle ressent toujours autant d'émotions en partageant cette histoire. La prochaine histoire, c'est celle de Amanda, et elle nous explique qu'elle vit dans un petit village de montagne qui n'est pas desservi par les transports publics. Elle doit donc prendre sa voiture pour se rendre à la gare la plus proche, afin de prendre un train pour aller travailler. Elle explique qu'il y a 2 chemins qui mènent à son village. L'un d'eux suit la plaine, puis monte à travers plusieurs petits hameaux. Il est plus long, mais éclairé et suffisamment large pour croiser 2 voitures. L'autre traverse une forêt, est étroit et non éclairé, mais il est plus rapide. En règle générale, elle emprunte le premier chemin par commodité. Mais ce soir-là, un client insistant les avait forcés à fermer le magasin après 21 h. Le temps de prendre son train et d'arriver à sa voiture, il était près de 22 h. Elle n'avait pas encore mangé et elle était fatiguée. Elle a donc décidé, pour une fois, de prendre la route de la forêt. Et vous vous en doutez, c'était pas une bonne décision. Il faut environ 20 minutes de conduite dans les bois pour atteindre le bord du village. Cependant, après une dizaine de minutes et un virage abrupt, comme il y en a souvent sur les routes de montagne, elle a vu quelque chose au milieu du chemin. Il y a de nombreux sentiers pédestres qui traversent la zone, et certains touristes se garent au bord de la route pour les emprunter, mais rarement la nuit, et encore moins en hiver. Elle freine donc brusquement pour éviter d'écraser l'objet et se rend compte qu'il s'agit d'une bicyclette. Apparemment, c'est le vélo 93 de l'armée suisse, qui est là, abandonné, presque au milieu de la route. Sachant qu'une dame âgée du village a l'habitude de faire du vélo sur cette route, elle sort de la voiture, laissant les phares allumés et commence à appeler. Madame Guignard, pensant qu'elle aurait peut-être fait une chute en contrebas de la route. Elle s'approche du précipice et appelle à nouveau. Il y a quelqu'un? C'est à ce moment-là qu'elle entend comme un grognement et qu'elle voit quelque chose bouger dans les arbres en contrebas. Cette forêt est pleine d'animaux, mais la forme est trop indistincte dans l'obscurité pour qu'elle puisse dire ce que c'est. Prise de peur, elle se retourne avec l'intention de retourner à sa voiture pour prendre son téléphone portable, mais quand elle se retourne, le vélo a disparu. Elle commence à paniquer et regarde autour d'elle. Au-delà des premiers arbres, tout est plongé dans l'obscurité et elle entend à nouveau ce bruit, comme un grondement de gorge. Alors qu'elle avance en direction de sa voiture, les phares s'éteignent, c'en est trop. Elle se met à courir, saute dans la voiture et essaie de la redémarrer, mais rien n'y fait, la batterie est morte. Excuse-moi, mais cette histoire, c'est un enchaînement de malchance quand même. Je sais pas ce que t'as fait, mais à mon avis, le karma, il t'aime pas trop. Et tu penseras à plus prendre cette route, STP, merci. Elle verrouille donc ses portières manuellement et prend son portable. Elle appelle une dépanneuse qui lui dit qu'ils seront là d'environ 1 heure. Elle passe le temps d'attente à regarder des vidéos drôles pour se détendre, mais elle jure qu'à 2 reprises, malgré la faible luminosité de ce chemin forestier, elle voit une énorme masse indistincte tourner autour de sa voiture. Il lui semble même que cette chose, quelle qu'elle soit, touche l'aile droite et fait bouger le véhicule. Ok, tout va bien, pas de stress, hein. Déjà, moi, s'il y a quelque chose qui fait bouger ma voiture et en plus je suis dans le noir au milieu de la forêt, je serais pas très bien. Alors qu'Amanda est au bout des nerfs, la dépanneuse arrive en plein phare. Et bien sûr, alors qu'elle est descendue pour accueillir le dépanneur, elle est toujours sûre qu'il n'y a aucune trace du vélo ni de la chose qu'elle a cru voir.
Le mécanicien réussit à redémarrer la voiture en branchant la batterie et elle peut conduire jusqu'au garage le plus proche. Ensuite, elle prend un taxi pour rentrer chez elle en lui précisant bien qu'il doit prendre l'autre route. Très bonne initiative. Plus tard, elle apprend que l'alternateur de sa voiture a grillé. C'est la raison pour laquelle la batterie ne se rechargeait plus. Mais ce qui est étrange, lui dit le garagiste, c'est que ce ne sont pas quelques minutes de phare qui auraient pu vider complètement la batterie. Depuis lors, elle ne prend plus la route de la forêt, même en plein jour, même en plein été, car elle a trop peur de l'ombre qui y est tapie. Peu importe ce que c'était, je l'aurais pas pris de toute façon la route, hein. Voilà, c'est terminé, c'était une fois, c'est pas deux, voilà. Même quand t'es pressé, c'est pas grave, on met un peu plus de temps, nique sa mère, voilà, je suis pas pressé, tout va bien, cette route c'est terminé, c'est ciao. La première histoire, c'est l'histoire de Luna et elle nous raconte quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. À ce moment-là, elle vivait seule avec un chat à Angers, dans un appartement où l'immeuble est assez vieux. Cela faisait 1 an qu'elle vivait là et elle ne croisait jamais ses voisins. Elle explique qu'elle est cuisinière et qu'avec ses horaires, elle croise rarement les personnes ayant les horaires les plus normaux. Cependant, elle les entendait dans le couloir quand ils rentraient ou à travers leur porte quand elle partait travailler, mais elle ne les voyait jamais. Détail important sur l'immeuble pour la suite, c'est un vieil immeuble avec un interphone. Elle explique que son immeuble est composé de 2 étages avec 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 appartements au premier étage, dont le sien, et un appartement au deuxième. Les portes d'entrée ont 2 serrures, une serrure classique et une serrure à l'ancienne qui ne sert à rien mais qui est là. Elle explique aussi qu'elle est la dernière arrivée dans l'immeuble. Nous sommes maintenant une nuit alors qu'elle rentre du travail, un peu plus tard que d'habitude, après un gros service. Quand elle rentre du travail, elle explique qu'elle aime bien vivre un peu, même s'il est tard. Elle ne va pas se coucher tout de suite, elle regarde des vidéos, joue et fait plein d'autres choses. Donc ce soir-là, c'est la même chose, mais vu qu'elle est plutôt fatiguée, elle regarde juste une vidéo, prend sa douche et se met au lit. Elle est dans son lit et à 1 h du matin, elle entend frapper à sa porte. Elle se dit, attends, je rêve ou pas? Clairement, parce que je me serais posé la même question. Moi, à 1 h du matin, ça toque chez moi. Déjà, je vais pas ouvrir, hein, voilà. Donc, on est clair. Et en plus, je me pose la question, c'est dans mon cerveau ou pas? Et clairement, elle se rend compte qu'elle ne rêvait pas. Puis elle se dit, si c'est la voisine, parce que j'ai fait trop de bruit avec ma vidéo, tant pis, elle reviendra demain. Elle dit ça parce que la voisine lui avait déjà laissé un mot pour lui dire que sa télé était trop forte le soir. Bref. Clairement, elle ne voulait pas ouvrir. Il est 1 h du matin et elle est bien installée dans son lit, elle ne bouge pas, mais elle a un mauvais pressentiment. Le problème, c'est qu'après ça, elle n'a pas entendu de pas s'éloigner, ni de pas dans les escaliers, alors qu'elle avait bien fait attention pour voir si la personne partait. 5 minutes plus tard, le mauvais pressentiment est toujours présent et elle décide donc de se lever pour aller voir. Elle se lève tout doucement et n'allume aucune lumière. Elle ne veut pas faire de bruit. Elle s'approche de sa porte d'entrée, qui est éclairée par les lumières de la ville grâce à une fenêtre dans l'entrée, et quand elle y arrive, elle remarque 2 choses. Elle avait oublié de fermer sa porte à clé et elle aperçoit un œil qui regarde à travers l'ancienne serrure. Alors, à ce moment-là, elle se précipite sur la porte et l'ouvre en demandant assez fort ce que la personne fait là. Alors moi, j'aurais pas ouvert, je me serais précipité sur la porte pour la fermer à clé. Ok, réaction hyper chelou. Mais ok, vous auriez fait quoi? Vous auriez ouvert la porte, vous aussi? Parce que c'est moi ou personne n'aurait ouvert la porte? Et là, elle voit une adolescente avec les cheveux noirs, un t-shirt trop grand pour elle et des baskets classiques. Baskets classiques, c'est sa description, hein. Et cette adolescente ne lui répond pas. Elle a l'air effrayée et ne prononce pas un mot et elle repart en marche arrière tout en ayant toujours un visage effrayé. À ce moment-là, Luna est dans un sentiment étrange. Elle est à moitié effrayée, à moitié énervée. Et elle ne pense pas une seconde à lui demander si elle a besoin d'aide. Elle répète simplement « Qu'est-ce que vous faites là ?» Mais l'adolescente continue de s'éloigner et une fois qu'elle est assez loin, Luna ne comprend rien, elle ferme sa porte et elle ne réalise pas ce qui vient de se passer. Elle prend 2 minutes pour réfléchir et commence à culpabiliser un peu d'avoir réagi ainsi, mais une nouvelle fois, on frappe à la porte. Elle va l'ouvrir, elle se dit que c'est peut-être un autre voisin qui a entendu quelque chose ou qui a vu la même chose qu'elle, et sur le palier, c'est la même jeune fille, moins effrayée, qui la regarde de haut en bas. En même temps, elle est en sous-vêtements aussi, et elle lui demande si elle a du café, à 1 h du matin. À ce moment-là, Luna est toujours énervée, mais elle ne se pose pas de questions, elle veut juste que ça se termine. Elle lui dit d'attendre devant la porte et de faire attention à ce que le chat ne sorte pas. Elle se rend dans sa cuisine, même si elle sait qu'elle n'en a pas, car elle ne boit pas de café, encore moins à 1 h du matin, mais après la scène précédente, elle ne veut pas la brusquer davantage. Elle préfère faire semblant de chercher pour lui montrer qu'elle n'est pas si méchante. Ok, Luna, t'es définitivement chelou, moi j'aurais dit désolé, j'ai pas de café, merci, bonne journée, au revoir, enfin bonne nuit. Va des rétro Satanas. Voilà ce que j'aurais fait moi. Mais bon, après, chacun est différent, hein. Donc Luna revient de la cuisine et voit que la jeune fille est carrément rentrée chez elle. Luna se précipite vers elle et lui dit qu'elle n'a pas de café et lui demande de sortir de chez elle. La jeune fille sort sans dire un mot et elle semble de nouveau effrayée. Et finalement, Luna lui ferme la porte au nez et elle entend la jeune fille partir. À ce moment-là, elle met un petit bout de temps avant de se rendormir et le lendemain, elle cherche absolument à voir un voisin pour lui demander s'il connaît la voisine du dessus. Quand elle entend son voisin de palier sortir de chez lui, elle sort aussi, le salue et lui demande s'il connaît la voisine du dessus. Le voisin lui demande si elle est sûre que c'est bien la voisine du dessus. Elle répond que oui, car personne n'a sonné à l'interphone et qu'elle l'a entendu repartir vers le haut. Le voisin lui répond « Alors, je suis désolé, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a personne qui vit au dernier étage. »
Voilà, et j'avoue que je suis bouche bée et que j'ai eu des frissons en lisant juste cette phrase. Parce qu'il faut savoir, juste petit détail, hein, que des fois je découvre des parties d'histoire en les lisant. Et là, je suis pas bien du tout. Là, c'est vraiment le genre de truc, parce que vous commencez à me connaître, qui me met pas bien. Voilà, le truc paranormal et tout, j'ai envie de me tirer une balle, voilà, tout simplement. Luna nous explique que dans les semaines qui suivent, elle a décidé de déménager. Et je la comprends, hein, parce que moi, j'aurais pas attendu des semaines, hein, je serais parti le jour même. Le voisin me dit ça, je fais excellent, excellent. Allez, bah, c'était sympa de vous avoir rencontré, et je vous dis à très bientôt, hein. C'est ciao. La prochaine histoire, c'est celle de Chloé. Et son histoire s'est passée en été 2016 lorsqu'elle avait 19 ans. Elle était alors jeune locataire d'un duplex avec son ancien compagnon dans une ville de province. Leur duplex était collé à d'autres appartements, ce qui leur donnait l'impression d'être dans une maison, sans personne au-dessus d'eux. Ils avaient l'habitude de voir et de saluer leurs voisins, contrairement à Luna juste avant. C'est mieux du coup, hein. Et ils entretenaient de très bonnes relations avec eux. À cette époque-là, étant donné qu'ils étaient en plein été, Chloé et son compagnon avaient remarqué qu'un couple de voisins était sans doute parti en vacances, ne les voyant plus déjà depuis 2 semaines. Par la suite, elle explique que son compagnon, ayant trouvé un nouvel emploi dans la grande ville située à 35 minutes de voiture chez eux et n'ayant pas de voiture, il avait décidé de dormir pendant un mois chez son frère qui vivait dans cette ville. Pendant ce temps, leur duplex était en pleine rénovation extérieure avec des échafaudages tout autour. Vous sentez venir la patate. Le hic, c'était que la chambre de Chloé avait une forme de carré et 2 des 4 murs étaient entièrement vitrés, sans volet extérieur, seulement des rideaux occultants. J'aurais pas pris l'appartement, voilà, terminé. Non mais je donne mon avis parce que bon, voilà quoi, 2 grandes vitres sans volet, c'est le meilleur moyen de vivre des threads d'horreur et des films d'horreur tout court, hein. De plus, elle explique qu'en plus de ça, l'un des rideaux était cassé. Ainsi, si quelqu'un montait sur l'échafaudage, il pouvait facilement l'observer en train de dormir. Voilà, voilà. Tu veux pas toi aussi aller chez le frère de ton mec par hasard pour éviter ce qui va se passer? Entre temps, elle avait remarqué que 2 nouveaux voisins venaient d'emménager dans l'un des appartements où il y avait des précédents voisins. Ces 2 hommes étaient grands et particulièrement costauds. En bref, son instinct ne lui inspirait pas confiance lorsqu'elle se trouvait en leur présence, comme si son instinct essayait de lui dire quelque chose. Bref, quelques jours passèrent et ces 2 hommes continuaient à se poser sur l'échafaudage, passant leur temps à fumer et à boire jusqu'à très tard dans la nuit. Chloé, peu rassurée et se retrouvant seule sans son compagnon, avait peur de dormir, craignant que ces hommes puissent monter sur l'échafaudage et la regarder pendant son sommeil, qui la rendait insomniaque. Un matin, elle se rendit à son travail à pied, étant donné que son travail était à seulement 5 minutes de marche de chez elle. Et c'est à ce moment-là que les ennuis vont commencer. Ce jour-là, les 2 hommes vont la suivre et l'insulter pendant qu'elle marche. Ne comprenant pas pourquoi il l'insultait, tout en la suivant, Chloé se dépêcha d'arriver à son travail. À ce moment-là, elle travaillait en tant qu'hôtesse de caisse. Le même jour, les 2 hommes passèrent à sa caisse sans rien dire, mais la fixant d'un regard agressif. À ce moment-là, elle était très inquiète et décida d'en parler à sa chef au cas où il se passerait quelque chose un jour. Quelques jours passèrent encore, on est environ 4 semaines après le départ du couple de voisins et 2 semaines après l'arrivée des 2 hommes. Entre-temps, Chloé tenait son compagnon informé, mais elle ne voulait pas qu'il rate son travail à cause de simples peurs infondées de sa part. Infondées ? Ils t'ont insulté dans la rue pour aucune raison, ils habitent juste à côté de chez toi, infondé. C'est pas ce que j'appellerais infondé, mais bon, c'est pas grave, pas de soucis, hein. Bah, moi, tu serais ma meuf, tu me dis ça, je te dis, c'est ciao le taf, et je les démarre, c'est bon, hein. Parce que costaud ou pas, vous inquiétez pas, moi, je suis un fou, ok. Vous me connaissez pas, vous êtes là, vous me voyez raconter des threads et tout ça, je suis posé, je suis un mec posé, t'as vu. Vous savez pas, vous savez rien, ok. Pourquoi je fais le zub? Je sais pas. Bref, un matin, en buvant son café, elle aperçut un homme debout près de la porte d'entrée de sa voisine d'en face, observant son appartement. Et elle trouvait cela étrange. Mais elle ne le prend pas plus en compte et elle se prépare tout de même à partir pour aller au travail. Mais c'est en ouvrant sa porte qu'elle voit une équipe de GIGN entrer en courant dans l'appartement collé au sien. Et on en déduit que l'homme qu'elle a vu debout quelques minutes avant, devant la porte, était en réalité un membre de l'équipe habillé en civil pour observer les alentours. Un chef ayant vu Chloé sortir de chez elle lui demande ensuite si elle n'aurait pas par hasard vu 2 hommes grands, costauds et tatoués récemment. À ce moment-là, pour rien nous cacher, elle nous explique que des larmes de peur montent jusqu'à son visage. Et elle lui répond qu'en effet, elle les avait remarqués et qu'ils ne lui inspiraient rien de bon du tout. Puis le chef la laisse partir. Chloé devant aller travailler, elle prend la route de son travail et elle arrive là-bas. Et 1 heure après s'être installée à sa caisse, sa chef vient la voir. Et elle lui dit « Chloé, tu sais, quand tu me parlais de tes voisins bizarres, bien ils sont passés à ta caisse un jour, c'est ça ?» Elle lui a répondu « Oui, oui. Et il y avait même le GIGN chez moi ce matin à leur recherche. » Sa chef ouvre grand les yeux et lui dit « Eh bien, les gendarmes ont regardé les caméras de surveillance du magasin pour voir à quoi ils ressemblaient. Ils m'ont dit que ces hommes sont 2 tueurs à la machette, originaires de Paris et en cavale, et qu'ils se sont cachés dans un appartement. » À ce moment-là, Chloé est tétanisée et elle explique perdre toute connexion avec le monde. Elle réalise qu'elle aurait pu être leur prochaine victime. Qu'elle a eu beaucoup de chance alors qu'elle était seule sans son compagnon et qu'il connaissait son lieu de travail et de résidence. Elle se dit que c'est fou qu'ils se soient cachés ici, aussi loin de Paris, mais surtout, elle réalise qu'ils ont sans doute observé pendant des mois les appartements et les habitants pour déterminer quand ils pourraient s'y installer. Le couple de voisins est revenu, mais ils ont évidemment déménagé. Chloé et son copain ont fait de même.
Décidément, les déménagements, c'est commun dans les threads d'horreur, j'ai l'impression. Hein. Il se passe des dingueries, hop, c'est ciao, c'est ciao, c'est ciao. On passe maintenant à la 5e histoire. Cette histoire, c'est celle de Manon et elle explique nous la raconter pour que ça serve de mise en garde. Voilà, j'en dis pas plus, vous verrez. Elle explique qu'elle a 30 ans aujourd'hui et qu'à l'époque, elle avait 14 ou 15 ans. Elle habitait chez ses parents, pas très loin de Rennes, dans une vaste campagne parsemée de forêts. Elle avait pour habitude de se balader souvent dans les environs qu'elle connaissait très bien pour échapper à sa famille. Elle explique que ça ne l'a jamais dérangé de vivre isolée comme ça et que c'est juste plus chiant quand on est jeune et qu'on veut se déplacer. Elle passait donc de longues heures, parfois des jours entiers même, bien après la nuit, dehors, à vadrouiller dans la nature avec son iPod et parfois son appareil photo. Elle n'a jamais eu de problème particulier, ni avec les animaux, qui s'évitent facilement, apparemment, ni avec des humains, à part peut-être avec quelques chasseurs. Ce jour-là aurait pourtant pu être très différent. À 2-3 km de chez elle, elle traverse un champ pour rejoindre une petite route de campagne peu fréquentée et se dirige vers un autre champ avec une petite forêt en contrebas. Il doit être maximum 15 heures, elle a le temps et pas envie de rentrer chez elle tout de suite. Elle porte des bottes en plastique, un jean qu'elle aimait bien et un t-shirt publicitaire basique. Elle a ses écouteurs et elle vit sa meilleure vie en marchant dans l'herbe et en évitant les bousses de vache. Campagne oblige. Et lorsqu'elle arrive sur la petite route, tout est calme et elle marche au bord sur le talus de droite. Elle doit enjamber de petits fossés et sauter par-dessus pour continuer son chemin. Et lorsqu'elle saute un des petits fossés, son jean déjà un peu déchiré se déchire au milieu de ses fesses, de l'entrejambe jusqu'à la couture du côté du pantalon. Elle explique donc qu'elle a une fesse à l'air, portant seulement un string en dessous et ayant peu d'options, elle se dit que ce n'est pas grave, qu'elle finira à son tour et qu'elle rentrera se changer après. Ainsi rafraîchie par un petit courant d'air, surtout dans le cul, J'ai tout donné, ok? Donc rigolez s'il vous plaît. Donc ainsi rafraîchie par un petit courant d'air, elle continue à longer le bord de la route. Pour une raison qu'elle ignore encore, elle se dit qu'il faudrait qu'elle change de côté sur la route. Du talus de droite, elle passe donc au talus de gauche et elle se dit qu'elle veut marcher en bordure du champ, qui est à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la route. Elle grimpe péniblement en essayant de ne pas agrandir le trou de son jean et quelques mètres plus loin, en continuant de longer la route et le champ, elle croise une voiture assez vieille, presque en mauvais état. Elle voit dedans un homme de plus de 30 ans qui roule vite et croise son regard en la dépassant. Mais il y a quelque chose dans ce regard qui la met mal à l'aise instantanément. Par sécurité, et pour mieux entendre ce qu'il se passe autour d'elle, elle enlève un écouteur. Et sans se retourner, continuant à avancer sur cette bordure de champ surélevée, elle entend la voiture s'éloigner sur quelques mètres sans ralentir. Puis brusquement, elle entend le bruit très soudain de crissement de pneus, comme si on avait pilé, voire peut-être mis le frein à main. Et c'est à ce moment-là que Manon se mit à courir. Pas du tout. Mais c'est ce que vous devez faire dans cette situation, d'accord? Écoutez-moi, je suis de très bons conseils. À ce moment-là, donc, elle n'est pas du tout rassurée et commence à envisager ses options de fuite. En y réfléchissant, elle se rend compte qu'elles sont peu convaincantes, ces options, et qu'elle ne veut pas redescendre sur la route. Et elle sait clairement que dans son rétroviseur, l'homme a vu son jean déchiré et donc potentiellement ses fesses. Tout de suite après le freinage, elle perçoit le son de la boîte à vitesse, puis d'une marche arrière rapide. Elle ne veut pas tourner la tête, mais elle imagine très bien ce qui se passe derrière elle. Elle voit alors la voiture la dépasser à nouveau en marche arrière et l'homme ouvrir sa porte de voiture avec un grand sourire. Il lui dit bonjour, lui demande ce qu'elle fait là toute seule, si elle est perdue et où elle va. Elle continue à avancer au même rythme pour ne pas montrer sa peur, tandis que lui continue de reculer à sa hauteur. Assez vite, elle se dit qu'il est préférable d'être poli mais ferme. Elle lui répond donc qu'elle va très bien et qu'elle rentre chez elle, où elle est attendue et qu'elle n'a pas besoin d'aide. Il insiste alors pour la ramener chez elle avec sa voiture. Il dit qu'il est fils d'un paysan qui a une ferme juste à côté et qu'il pourrait l'y emmener si elle le souhaite. Elle répond à nouveau avec son plus grand sourire que ce n'est pas la peine. Il insiste de plus en plus pour qu'elle monte dans sa voiture, puis au fur et à mesure, il change de voix, mais elle ne devient pas plus agressive, au contraire, il devient de plus en plus gentil, avec un ton de plus en plus doux, pour lui dire qu'elle n'a pas le droit d'être là, que le paysan à qui appartient le champ dans lequel elle se trouve ne serait pas content du tout, et qu'il pourrait prévenir la police. Il lui demande donc, comme on appâte un chaton, de descendre et de rentrer avec lui avant que quelqu'un ne la voie. Je vous plains tellement les filles, je vous plains tellement. Vous pouvez pas vous balader le cul à l'air sans qu'un mec pile devant vous fasse une marche arrière et veuille absolument vous faire monter dans sa voiture. Après il était peut-être très gentil, qui sait. Moi je me serais peut-être arrêté parce que si je vois quelqu'un au bord de la route avec un jean déchiré, je me dis bon peut-être qu'elle a besoin d'aide. Par contre j'aurais pas insisté comme un gros lourdeau, clairement. Mais bon, il est peut-être très gentil, il a peut-être juste envie vraiment de la raccompagner et d'être vraiment gentil. Faut pas toujours voir le mal partout, c'est pas parce qu'on est dans un thread d'horreur que tout de suite le mec il est con quoi. J'y crois pas moi-même, hein, je vous inquiétez pas. Bref, après avoir raconté ça, elle sait très bien qu'à ce moment-là, il essaie de raconter toutes les conneries possibles pour la faire monter dans sa voiture. Et c'est au même moment qu'arrive en face d'elle une autre voiture, plutôt récente.
et elle voit dedans un couple un peu âgé rouler prudemment alors qu'ils vont devoir dépasser le mec arrêté malgré la route très étroite. Le vieux conducteur la regarde et elle essaie de communiquer sa détresse pour qu'il s'arrête, mais rien à faire, le couple a l'air méfiant et les dépasse sans sourciller. Ah, ce fameux effet Kitty, pour ceux qui connaissent pas, aller faire des recherches. Je vais éviter les problèmes, je ne m'arrête pas, voilà, il y a déjà quelqu'un d'arrêté en plus, donc s'il y a un souci, c'est déjà fait, voilà. Bref, ne vous sentez pas en sécurité même quand vous êtes avec d'autres gens ou qu'il y a d'autres gens qui passent. Juste ça, bonne ambiance. Bon, elle se dit qu'au moins, si elle disparaît, elle aurait été vue peu de temps avant, mais ça ne la rassure pas pour autant. L'homme étrange, quant à lui, toujours avec la portière ouverte, les regarde s'éloigner avec un sourire. Il commence alors à lui dire qu'elle est belle, lui demande quel âge elle a, lui il lui donne son âge, et il lui dit qu'il est célibataire. Bon, au final, voilà, c'est pas juste un mec gentil, on a compris, c'est bon. Cette fois, on est sûr. Elle répond un peu plus sèchement, lui dit son jeune âge et que de toute façon, cela ne va pas être possible. Il ne semble pas gêné par ce qu'elle lui dit et poursuit son harcèlement. Il veut absolument savoir où elle habite. Elle lui donne une adresse à peu près opposée à sa maison, et elle envisage de taper un sprint dans le champ, mais elle sait qu'en 5 secondes, il l'aura rattrapée. Il se dit qu'il ne faut surtout pas qu'elle panique ou qu'elle montre de la peur. Pendant ce temps, il insiste de plus en plus, avec une voix de plus en plus menaçante. Il veut qu'elle rentre dans sa voiture. Il fait de grands gestes, sans presque plus tenir son volant, parce que je vous rappelle qu'il est toujours en train de reculer, tout doucement pour la suivre, et sa voiture tangue dangereusement vers le fossé. Elle lui dit sans le regarder qu'il faut qu'elle rentre maintenant, sinon ses parents vont s'inquiéter. Et ajoute « Désolé, bonne journée ». C'est à ce moment-là qu'il a complètement pété les plombs. Elle explique qu'on aurait dit une bête enragée. En un instant, il a pris un couteau de chasse dans sa portière, a arrêté sa voiture, est sorti et l'a menacé en disant « Ça suffit, salope. Maintenant, tu descends et tu mets tes fesses dans la voiture. » Elle a été un peu surprise et une alarme s'est mise à sonner dans sa tête. Elle explique qu'il était proche, mais pas tant que ça. Un fossé et 2 mètres de hauteur du champ les séparaient. Vu son gabarit, il était costaud, mais il n'était pas très sportif et aurait probablement du mal à monter avec son couteau. Dans le pire des cas, s'il montait, elle pouvait essayer de sauter, prendre sa voiture, qu'elle pouvait peut-être conduire ou du moins se barricader rapidement à l'intérieur. Elle se mettait à réfléchir à toute vitesse sur ce qu'elle pouvait faire, et la meilleure solution qui lui est venue en une fraction de seconde peut sembler complètement débile, pourtant elle pense que c'est grâce à elle qu'elle n'a rien eu. Alors qu'elle avait le couteau pointé vers elle, elle se met à éclater de rire. Ça lui paraît durer une éternité où elle rit bruyamment et où elle voit sa main tremblante lui tendre la lame. Mais à ce moment-là, elle voit dans ses yeux quelque chose qui change. Il a l'air perturbé, presque paniqué. Il baisse lentement son bras, la regarde bizarrement pendant quelques secondes, puis monte dans sa voiture sans un mot et part à toute vitesse. Elle ne comprend pas pourquoi il a réagi comme ça. Moi, je comprends. Alors, je suis pas agresseur, mais personnellement, si je devais me mettre dans la tête du mec qui veut t'agresser, se dit « Ah, je vais l'agresser, je vais lui faire peur avec un couteau. » Et qu'en face de toi, t'as la meuf qui est 2 mètres au-dessus de toi et qui se tape une barre, je pense que ça me ferait flipper et que moi en tant qu'agresseur je me barrerais aussi. Je pense pas qu'il s'attendait à cette réaction. Et donc elle explique que c'est probablement cela qui lui a permis de le faire partir et de mettre une distance maximale entre eux. Après cet événement, elle veut rentrer chez elle, mais elle est un peu paranoïaque. Elle se demande si elle n'est pas suivie. Elle court jusqu'à la forêt, essaie de reprendre ses esprits et rentre en faisant de grands détours, vérifiant constamment ses arrières. Elle n'a jamais raconté ça à ses parents. Ils lui ont seulement demandé comment elle a déchiré son jean. Elle raconte ça à une copine sur Messenger en arrivant dans sa chambre et c'est en voyant sa réaction qu'elle réalise qu'elle aurait vraiment pu ne jamais rentrer. Moralité, pour elle, faites attention partout, même dans les zones qui paraissent désertes. Ne mettez pas de jean trop serré quand vous crapahutez dehors et écoutez toujours votre instinct quand il vous dit de changer de trottoir. Heureusement qu'elle a changé de côté sur la route, sinon elle aurait été à sa hauteur et ça se serait probablement passé différemment. Elle explique qu'elle ne l'a jamais revue, mais elle est toujours restée beaucoup plus prudente dans ses déplacements. Elle regarde toujours les voitures autour d'elle pour voir si ce n'est pas la sienne. Et dernière morale, si vous vous faites agresser, rigolez. Inch'Allah, ça marche. La prochaine histoire, c'est celle de Marion, et elle nous raconte quelque chose de terrifiant qu'elle a vécu. Elle nous explique que c'est une histoire qui montre que l'instinct est quelque chose de puissant, et que même si on pense connaître quelqu'un, il faut se méfier. Elle a encore des frissons et presque des larmes qui montent quand elle la raconte. Tout commence pendant l'année scolaire 2018. Étudiante en droit, elle envisage de faire une année au Pérou afin d'améliorer son espagnol et de découvrir autre chose. Elle arrive donc au Pérou au mois de mars. Il faut savoir que le rythme scolaire est différent du nôtre là-bas, pour commencer son année scolaire. Elle postule alors dans un bar afin d'avoir un job à côté des études et gagner un peu d'argent. Elle explique qu'elle habite en plein centre-ville, au 4e étage, dans une rue animée, non loin de ce bar. Et alors qu'elle y travaille, elle remarque très vite un garçon péruvien, Christian, qui vient quasiment tous les jours. Ils commencent à discuter et il lui explique qu'il habite à la campagne, dans une ferme avec beaucoup d'animaux près des montagnes, mais que c'est un peu loin du centre-ville. Les jours passent et ils deviennent de plus en plus complices. Ils commencent à flirter, à se voir en dehors du travail, etc.
Plusieurs mois passent et finalement ils se mettent ensemble. À ce moment-là, il vient souvent dormir chez elle. Par souci de praticité, elle ne va pas chez lui pour avoir toujours le bar à côté d'elle. Les mois passent et tout se passe merveilleusement bien. Le pays lui plaît, la ville est très jolie, même si elle n'a presque pas de temps pour visiter, et les études se passent bien. On arrive maintenant encore un mois et demi plus tard, alors qu'elle attend ses règles, mais elle a des douleurs au ventre atroces. Cela dure plusieurs jours et ça la cloue au lit tout le week-end. À ce moment-là, elle n'a pas l'impression que c'est passager et encore moins que c'est normal. Et elle a un très mauvais pressentiment. Le lundi matin de la semaine d'après, instinctivement, elle sent qu'il faut qu'elle rentre en France et elle réserve un billet pour le vendredi. Elle décide à ce moment-là de couper les ponts avec Christian parce qu'elle n'aime pas les adieux et qu'elle a envie de rester seule pour plier bagages et se reposer. La réaction de Christian ne se fait pas attendre et elle n'est pas très positive. Il ne prend pas très bien le fait qu'elle le quitte sans explication et demande à la revoir. Il lui dit qu'il va prendre soin d'elle si elle est malade et qu'elle ne doit pas rester seule. Mais elle ne cède pas. Il lui envoie tous les jours des messages insistant, lui disant qu'il veut la revoir une dernière fois. Il veut lui dire au revoir et l'aider à aller mieux. Le mercredi, il lui propose même de venir passer ces derniers jours chez lui à la campagne pour découvrir le pays, les lamas et prendre l'air. Il est vraiment adorable avec elle, mais elle ne se sent pas de bouger et décline encore sa proposition. Le vendredi matin, elle lui envoie un dernier message de remerciement car elle a passé de bons moments avec lui et qu'il ne méritait pas qu'elle le plante comme ça. Le dimanche de son retour, alors qu'elle est de retour en France, elle a enfin ses règles, mais grande surprise, elles ne sont pas rouges, mais d'une couleur indigo. Elle appelle immédiatement donc sa gynécologue qui lui donne un rendez-vous le lendemain matin à 8 h. Elle s'y rend très stressée et raconte tout dans les moindres détails à sa gynécologue. Elle explique qu'il faut savoir que Christian et elle étaient toujours protégés lors de leur relation. Sa gynécologue, elle, fait des prélèvements et les envoie à Paris où se trouvent les laboratoires les plus compétents pour analyser les échantillons. Elle lui dit qu'elle la tiendra au courant dès qu'elle aura des retours. Mercredi, donc 2 jours après, sa gynécologue la rappelle en lui demandant de se rendre à son cabinet car elle ne communique pas les résultats par téléphone. Elle se rend alors directement là-bas et avant de lui expliquer ses résultats, sa gynécologue lui pose quelques questions un peu étranges. Elle lui demande « Avez-vous été en contact avec des morts au sein d'un hôpital, avec des gens malades? Ou Christian a-t-il été en contact avec des morts ?» Elle lui explique que non, elle travaillait dans un bar et Christian vivait à la campagne dans sa ferme, sans trop comprendre ce que sa gynécologue veut sous-entendre. Et là, c'est le choc. La révélation de sa gynécologue la sidère. Elle lui explique que la molécule qu'ils ont retrouvée dans les échantillons ne se retrouve en général que sur des morts ou des personnes très malades. Elle explique que cette molécule n'est pas dangereuse, mais qu'en grande quantité, elle peut causer quelques maux de ventre. Elle lui dit qu'il va falloir qu'elle lui donne plus de renseignements complémentaires sur Christian, son nom, son numéro, son adresse et tout ce qu'elle peut. Et qu'elle contactera les autorités pour s'assurer qu'il ne se passe rien de grave. Marion rentre chez elle, abasourdie par ces nouvelles, choquée et perturbée. Quelques jours passent avant qu'elle n'entende parler à nouveau de cette histoire. Finalement, c'est la gendarmerie qui l'appelle. Il lui explique qu'ils ont contacté les autorités péruviennes qui se sont rendues chez Christian, au fin fond de la campagne, isolé de tout, avec pour seul accès de petits chemins privés. Chez lui, qu'ils ont trouvé est horrible. Elle en a encore des frissons plein le corps, rien qu'à y penser. Ils ont retrouvé 5 jeunes femmes, toutes étrangères, mortes, allongées dans des lits. Christian entretenait des rapports sexuels avec chacune d'elles. À ce moment-là, elle n'est pas loin de s'évanouir. Le gendarme continue et lui explique qu'il a été arrêté et emprisonné. Après avoir raccroché, elle s'assoit et prend quelques minutes pour réfléchir. Elle comprend alors, instantanément, qu'elle était la prochaine sur sa liste et qu'elle a échappé à tout ça grâce à son instinct et grâce à cette bonne étoile qui lui a chuchoté de rentrer en France et de ne pas le revoir. Et aussi, malgré tout, grâce à ton mal de bide et à cette molécule qui t'a transformé tes règles de rouge à indigo. C'est un petit peu grâce à tout ça, mais on est content que tu sois là pour nous raconter cette histoire. Et tu as bien fait de refuser d'aller chez lui pour voir du pays et qu'il prenne soin de toi. Vous êtes-vous déjà demandé si votre maison avait un passé plutôt sombre? Vous êtes-vous déjà senti menacé en pleine journée par un homme que vous ne connaissiez pas? Ou avez-vous déjà été approché par quelqu'un aux intentions potentiellement obscures? Eh bien, c'est sur ces thèmes-là que nous allons découvrir les threads d'horreur d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Alors on se concentre, on s'installe tranquillement dans une ambiance cosy et effrayante. Ça permet encore plus de vivre cette vidéo. Et on est parti pour ces 3 threads d'horreur terrifiants. La première histoire, c'est celle de Arnaud. Son père et lui rénovent des maisons pour gagner leur vie. Ils font tout, donc les rénovations peuvent prendre de quelques mois à plus d'1 an. Et voici ce qui est arrivé il y a environ 3 ans dans une ferme vieille de plus de 100 ans, dans le nord-ouest du New Jersey, aux États-Unis. Arnaud nous explique que la vieille ferme était magnifique, mais extrêmement délabrée. Elle est restée inoccupée pendant 15 ans avant d'être achetée par Arnaud et son père. De plus, il y avait des preuves de la présence de squatteurs à un moment donné. La maison avait de bons os, comme on dit. Donc cela ne valait pas la peine de la démolir et de recommencer à zéro. La première étape de leur travail est le nettoyage et la démolition. Arnaud a remarqué durant ses rénovations que chaque maison a son ambiance et son énergie propre. Cependant, cette vieille ferme était différente. Elle avait 4 étages, y compris le sous-sol et le grenier, et chaque fois que quelqu'un se trouvait en bas, au rez-de-chaussée, cuisine, salon et bureau, tout semblait normal, voire bien. Mais quand on montait à l'étage, c'était différent.
il y avait une lourdeur en haut. Arnaud s'annonçait à chaque fois qu'il entrait dans la maison en disant « Salut, c'est juste moi, est-ce que je peux monter pour faire telle ou telle chose ?» Il se présentait également chaque fois qu'il rentrait dans la maison en bas avec un « Salut, comment ça va aujourd'hui ?» Son père le regardait comme s'il était fou car il ne faisait jamais ça ailleurs. Tu m'étonnes que ton père il te regardait comme un fou, hein. Si je rentre chez moi et que je m'annonce comme ça à chaque fois, ma copine, elle va m'amener à l'asile, hein. Arnaud ne savait pas pourquoi il le faisait et il explique qu'il avait juste besoin de le faire. Comme un besoin profond dans son cerveau qui le suppliait de le dire, alors il le faisait, à chaque fois. La rénovation commence donc et au cours des premiers jours de nettoyage et de démolition, son père a découvert quelque chose de perturbant. Dans la chambre principale, à l'étage, il y avait un petit placard avec une lumière à l'intérieur. Accroché à l'intérieur de la porte du placard, sur un crochet à manteau, il y avait un collier de chien ensanglanté. Il y avait des symboles étranges, uniquement peints dans ce placard. Et il y avait quelque chose qui ressemblait à une sorte de tas de déchets brûlés sur le sol du placard. Arnaud, en voyant ça, a refusé de le toucher et il était extrêmement bouleversé à la vue du collier de chien. Il était même furieux. Qui pourrait faire quelque chose d'aussi horrible à un pauvre animal? Arnaud était tellement troublé que son père lui a dit de rentrer chez lui pour la journée, ce qu'il a fait. Ça le rendait malade de penser à ces gens qui avaient dû faire du mal à ce pauvre chien et qui avaient laissé ce collier ensanglanté juste là, comme ça. D'ailleurs, après l'avoir nettoyé, Arnaud a convaincu son père d'enterrer le collier. Petite précision, même si ça paraît évident, Arnaud est très sensible à la cause animale et il adore les chiens. Un peu comme nous quoi. On préfère que le chien vive mais que les gens meurent dans les films, on est d'accord. Bref, après qu'Arnaud soit parti, son père et un autre collègue ont nettoyé tout ça. De plus, il explique que la lumière dans ce placard n'a jamais fonctionné. Ils ont fait des réparations électriques et ils n'ont pas réussi à comprendre pourquoi. Un électricien professionnel est venu, mais il n'a pas réussi à la faire fonctionner non plus. Ils ont essayé un nouveau luminaire, un nouveau câblage, tout de nouveau, mais rien ne fonctionnait. Lorsque les travaux de nettoyage des pièces de vie furent terminés, ils décidèrent de s'attaquer au grenier et au sous-sol. Le sous-sol était en bon état. Arnaud dit que la moitié inférieure de la maison, sous-sol et deuxième étage, cuisine, bureau et salon, semblait normal, voire neutre. Le grenier, en revanche, était terrible. Il ne pouvait même pas se résoudre à y monter, même pas une seule fois. Pour ne pas être vu comme un trou du cul, d'après ses dires, il travaillait sur les autres étages de la maison. Son père avait compris sans qu'il ait même besoin de s'expliquer. Un jour, tout de même, il a dû tenir la lampe de poche pour son père alors qu'il était dans le grenier. Il se tenait sur les escaliers, seulement sa tête et sa partie supérieure du torse dépassaient dans l'espace du grenier. Et les lumières ne fonctionnaient pas non plus là-haut. Le grenier était équipé d'une de ces échelles escamotables qui se tirent du plafond. Elle était située dans le couloir entre la chambre principale, la deuxième chambre et la salle de bain. Et dès qu'ils ouvrirent le grenier, une odeur de pourriture les frappa de plein fouet. Arnaud explique que c'était une odeur de mort. C'était certain que quelque chose était mort là-haut, d'après lui. Il y avait même des grosses mouches noires qui semblaient pulluler autour et dans le grenier. Elles étaient partout. Dire qu'il y avait juste une infestation de mouches serait un euphémisme, d'après lui. Pendant que son père était dans le grenier, il se tenait donc sur l'échelle, n'étant pas loin de tomber plusieurs fois en frappant férocement ces insectes démoniaques. C'est sa description à lui. Après, on est tous d'accord pour dire que les mouches, c'est démoniaque. Qui aime les mouches, franchement? Son père cherchait partout la cause des mouches, pendant des jours, sans rien trouver. Et avant de vendre la maison, ils finirent par chasser les mouches, ce qui prit, quand on parle de mouches, je sais pas si c'est flippant ou juste si c'est marrant, mais c'est un peu flippant quand même. Au moment où je parle de mouche, il y a une mouche qui arrive quand même sur l'écran et qui se pose sur ma tête. Quand je viens de dire que j'aimais pas les mouches. Elles me comprennent et elles veulent me terminer, qui est moyen serein parce que les mouches, elles sont quand même vachement nombreuses, je pense. Elle a redisparu. On verra si quand je parle de mouches, elle revient. Son père donc a cherché partout la cause de toutes ces mouches pendant des jours sans rien trouver. Avant de vendre la maison, ils ont fini par chasser les mouches, ce qui a pris des mois, d'après Arnaud. Cependant, lorsque le nouveau propriétaire décida de louer la maison, les mouches sont revenues. À ce jour, près de 3 ans plus tard, des exterminateurs et des spécialistes de la lutte antiparasitaire ont été appelés, mais les mouches reviennent toujours. Mais Arnaud nous raconte maintenant qu'il se passa quelque chose d'autre dans la chambre principale, là où il y avait le placard avec le collier de chien. Il explique que la chambre principale avait 4 fenêtres. 2 fenêtres sur le mur nord et 2 fenêtres sur le mur ouest. Un jour, les fenêtres du mur nord se retrouvèrent soudainement avec 2 chauves-souris. Elles s'étaient coincées entre la vitre et la moustiquaire de cette vieille fenêtre. Et comme ils devaient remplacer toutes les fenêtres, ils essayèrent tout pour libérer les chauves-souris sans les blesser. Et comme ils travaillaient pendant la journée, ils ne les voyaient pas bouger, mais quand ils revenaient le lendemain, elles semblaient s'être déplacées pendant la nuit, donc ils savaient qu'elles étaient vivantes. Ces pauvres chauves-souris le faisaient vraiment s'inquiéter et tous les insectes morts qu'ils trouvaient pendant le nettoyage, ils les mettaient dans le rebord de la fenêtre, espérant qu'elles les mangeraient. Ils savaient que c'était bizarre,
mais il s'en fichait. Comme je vous le disais, c'est un amoureux des animaux. Il semblait cependant qu'elles étaient coincées et cela le tuait de les voir comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune explication logique à leur présence. D'où étaient-elles venues? De plus, c'était le début de l'été, donc elles ne faisaient pas d'hibernation. Il décida donc avec son père de prendre une échelle et d'essayer de l'extérieur de la maison. Son père a finalement réussi à créer une ouverture pour que les chauves-souris puissent sortir, mais elles sont restées et ne bougèrent jamais de cette moustiquaire pendant des semaines. Puis un jour, du jour au lendemain, elles disparurent. Pendant longtemps, il pensa que son père les avait finalement éliminées et n'en avait pas parlé à Arnaud pour ne pas le perturber. Mais son père jura qu'il n'avait pas fait ça et qu'après des semaines, elles étaient bel et bien parties de leur propre chef. Ah, le retour de la mouche. Raté. Bref, après tout ça, ils ont finalement fini les travaux et vendu la maison. Le nouveau propriétaire l'a louée à des locataires et lorsque les locataires emménageaient, ils restaient 1 mois ou 2, puis résiliaient leur bail et déménageaient. Cela s'est produit 4 fois depuis qu'ils ont terminé les travaux. Après chaque départ, Arnaud et son père sont chargés de venir faire une nouvelle couche de peinture, un nettoyage en profondeur, reboucher un trou ou effectuer toute autre réparation nécessaire. Et Arnaud explique que l'atmosphère dans la maison n'a jamais changé. Il tient également à ajouter qu'ils ont informé le nouveau propriétaire de toutes les bizarreries avant qu'il n'achète la maison. Malgré le fait que son père soit un homme sceptique et n'a aucune explication pour toutes ces choses, il ressent la même chose que son fils et après tout ce qui s'est passé, il fait finalement pareil que Arnaud. Il annonce maintenant sa présence chaque fois qu'il entre dans la maison. Arnaud explique qu'ils ont rencontré chaque locataire qui y a vécu à un moment donné pendant leur location et il dit qu'ils semblaient tous être des gens normaux et pas du genre à résilier leur bail sans raison. Pour lui, il en est sûr, la maison a besoin d'une purification. Et pour vous, maison maudite ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Et racontez-moi s'il vous est déjà arrivé des trucs chelous dans le genre. Ça m'intéresse. La deuxième histoire, c'est celle de Léa. C'est une jeune femme de 34 ans et elle nous explique que son histoire se passe alors qu'elle était dehors avec sa petite fille de 2 ans et que ça s'est passé alors qu'elles se sont arrêtées à la banque. Une fois donc terminée dans la banque, comme d'habitude, elle a commencé à attacher sa fille dans son siège auto, qui était situé du côté de la route. En relevant la tête, elle a vu un homme de corpulence mince, de taille moyenne, peut-être d'origine indienne, marchant dans sa direction. Elle a remarqué qu'il traînait sa jambe derrière lui comme s'il était blessé. Elle a continué à attacher sa fille dans son siège auto, qui était un peu compliqué, et soudain, elle lève les yeux et l'homme se tient maintenant de l'autre côté de sa voiture, sans bouger. Elle a automatiquement supposé qu'il ajustait ses lacets, ou ramassait quelque chose, ou peut-être cherchait des indications. Puis il a parlé, mais elle n'a pas entendu ce qu'il a dit. Elle a juste répondu « désolé », un peu gênée, mais elle ne sait pas pourquoi, elle était anxieuse. Et lui a enchaîné en disant « ce sac est lourd », tout en levant son bras gauche pour révéler un grand sac noir. Elle a simplement souri et fait semblant d'ajuster les sangles du siège auto qui était déjà attaché depuis 2 minutes maintenant. Puis alors qu'elle essaie d'éviter la situation, il insiste en disant « pourrais avoir un coup de main avec ce sac lourd ?» À ce moment-là, elle a fait semblant de ne pas l'entendre. Son instinct lui criait de ne pas avoir confiance. Elle sentait que ça n'allait vraiment pas et qu'il allait se passer quelque chose. Finalement, l'homme ne bouge toujours pas et sort alors une cigarette, l'allume et s'appuie contre sa voiture comme s'il était le fier propriétaire de la voiture de Léa ou comme si lui et elle étaient de vieux amis en train de discuter. Elle se sentait alors très tendue et voulait juste partir de là. Et finalement, pour ne pas rester sans rien faire, elle lui a demandé « puis-je vous aider ?» Elle explique que la zone dans laquelle elle se trouvait était très calme. Il y avait très peu de voitures autour. Bien sûr, elle était juste devant la banque. Mais qu'allaient bien pouvoir faire les employés de cette banque? Elle se sentait figé. En retour de sa demande, il sourit et dit « si vous venez de ce côté de la voiture, je dois vous dire que j'ai l'habitude de toucher les seins des femmes. » Et il se met à rire. Super drôle. Là, elle s'énerve, normal. J'espère qu'elle va lui mettre un coup de pied retourné. Et elle lui dit « si vous me touchez, je hurlerai. » Dans les instants suivants, elle pensa « bon, d'accord. Si je contourne la voiture de l'autre côté, il pourrait saisir mes clés et s'enfuir avec mon bébé. Et si je lui enfonce les clés dans les yeux, mais s'il me domine, peut-être pourrais-je lui donner des coups de pied, le mordre et crier? Et s'il a une arme à feu ou un couteau dans son sac? Peut-être devrais-je sortir ma fille et retourner à l'intérieur de la banque? Mais s'il l'attrape et s'enfuit? » Son cerveau était en ébullition pendant ces quelques instants. Elle est partie en mode Sherlock Holmes là. Mais elle a raison, moi je suis d'accord pour les clés dans les yeux. Et vous? Puis au bout de quelques secondes de blanc, elle remarque un homme qui marchait vers elle du même côté de la route que cet individu louche. Elle leva alors la main et fit signe. L'homme avait l'air confus et elle l'appela « excusez-moi, monsieur ?» Et alors qu'il s'approchait, son nouvel ami s'enfuit assez rapidement. Et tout à coup, il n'avait plus de jambes blessées, bizarrement. Elle raconta à l'homme ce qui s'était passé et il lui conseilla d'aller à la police et de faire une déclaration. Elle ne s'attendait vraiment pas à une telle chose, surtout en plein jour. Ça la secoua vraiment et elle passa la majeure partie de la journée à penser à ce qui aurait pu se produire. Faites attention à vous, la famille.
La prochaine histoire, c'est celle de Anna, et elle explique qu'elle vit dans une très petite ville qui correspond à tous les stéréotypes possibles. Tout le monde se connaît et sait tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde. La prochaine ville est à 45 minutes de route, et elle nous dit que son petit village à elle est généralement très sûr. Elle nous raconte que lorsqu'elle avait 7 ans, son meilleur ami de l'époque et elle avaient l'habitude de se promener seule à 19 h, et sa sœur et elle prenaient souvent un café ou un chocolat avec les vieilles dames de la résidence pour personnes âgées, pour dire à quel point c'était sécurisé. Chaque année, sa ville organisait des festivals où les vendeurs proposaient des conserves maison, de l'artisanat ou de la nourriture. C'est là qu'elle a rencontré un certain Case. Petite précision, elle avait l'habitude d'être timide pour réprimander les gens car elle avait peur de les contrarier. Elle a certainement changé depuis, mais à l'époque, elle ne s'opposait que très rarement aux gens. Au moment de l'histoire, elle est une adolescente de 16 ans et elle est donc avec sa mère à un des festivals organisés par sa ville. Et alors que sa mère était occupée à parler avec des amis et qu'elle s'ennuyait beaucoup, elle a décidé d'aller faire un tour toute seule. Elle explique qu'elle aimait se faire des amis, mais qu'elle était aussi très timide et que cela dépendait généralement de son humeur. Ce jour-là, elle était d'humeur à se faire des amis. Elle est donc partie et a parcouru les différents stands, et un stand en particulier a attiré son attention. Un homme vendait une sorte de pesto. C'est un homme d'âge moyen, de petite taille, avec des cheveux foncés et une barbe. Il dégageait une ambiance très apaisante et amicale. Elle est allée vers lui et a commencé à goûter ses différents pestos, entamant une conversation sur des sujets aléatoires. Elle ne s'est jamais sentie bizarre en sa présence, et elle en a profité pour bien gratter de la bouffe. Ce que je comprends, j'aurais fait la même chose. Après 5 minutes de conversation, elle est partie car sa mère les a rejoints et elle voulait faire le tour avec elle. Alors, elles sont allées faire un tour toutes les deux. Anna est ensuite retournée voir le gars et a recommencé à lui parler. Mais ils ont été interrompus une fois de plus, mais cette fois-ci par un homme dans un stand qui se trouvait en face de son nouvel ami avec le stand de pesto. L'homme en face était un homme plus grand, aux cheveux gris, probablement entre la cinquantaine et la soixantaine. Il vendait une liqueur dont elle a oublié le nom. Il dégageait une ambiance effrayante dès le début et il les a donc interrompus en appelant Anna. Elle est finalement allée le voir, ne voulant pas être impolie. Quand elle est arrivée à son stand, il s'est présenté comme Case. Et en écrivant son histoire, elle explique que rien que d'écrire son nom, ça lui donne la nausée. Elle lui a serré la main et lui a demandé ce qu'il vendait. Il lui a expliqué et lui a proposé d'en goûter. Il faut garder à l'esprit qu'au moment de l'histoire, elle avait 16 ans et qu'il lui proposait une boisson très forte en alcool. Elle en a pris alors une petite gorgée par curiosité et elle explique que c'était vraiment dégoûtant. Elle se souvient qu'il lui a fait un sourire très effrayant et l'a regardé de haut en bas. Elle commençait alors à se sentir mal à l'aise et son ami du stand derrière l'a remarqué et a dit qu'elle devrait goûter à l'un des pestos qu'elle n'avait pas encore goûté. Heureusement et grâce à lui, elle est retournée à son stand et il lui a chuchoté « Je te suggère d'aller retrouver ta mère ». Elle est partie et a immédiatement raconté à sa mère l'histoire de l'alcool. Elle n'était pas contente du tout, mais elle n'a rien fait. On fait maintenant un avancement de 1 an. Et un jour, sa mère et la meilleure amie de sa mère sont allées à une foire sans Anna car elle devait étudier pour ses examens. En revenant, la meilleure amie de sa mère lui a dit que le même gars lui avait offert un verre de la même boisson, alors qu'elle était seule. Elle a remarqué alors que jusqu'à présent, il n'avait interagi qu'avec elle et la meilleure amie de sa mère, que lorsque sa mère justement n'était pas là. Il faut admettre que sa mère est très connue dans la ville et est réputée pour être extrêmement effrayante et redoutable quand c'est nécessaire. Sa sœur et elle d'ailleurs l'appellent la grande gueule. La daronne, y a personne qui l'emmerde, elle te démarre sinon. Case et sa mère ne s'étaient donc jamais adressé la parole, jusqu'à ce que sa tante et son oncle viennent leur rendre visite plus tard dans la même année. Ils sont alors sortis déjeuner au restaurant où ils ont vu Case. À son comportement, elle explique qu'elle pense qu'il ne vivait même pas dans la ville. Il vivait probablement dans une autre, alors pourquoi était-il là? Pendant le dîner, l'oncle parlait avec un homme de la table d'à côté de la leur, alors comme tout le monde se connaissait, tout le monde est allé le saluer aussi, sauf Anna. Et Case, qui était présent à quelques tables de là, en a profité pour se déplacer vers Anna et a commencé à lui parler et a pris sa main. Elle pouvait alors voir que sa mère l'avait vue et c'est pourquoi elle ne se sentait pas si effrayée. Mais elle se sentait vraiment mal à l'aise et voulait juste partir. Elle ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé après ça, elle se souvient juste que sa mère lui a demandé si elle le connaissait et elle lui a dit que oui et elle lui a expliqué d'où elle le connaissait. Avançons encore une fois rapidement jusqu'à sa dernière et extrêmement angoissante et écœurante rencontre avec lui. Rien que d'y penser, elle se sent malade. Avant cela, il la mettait mal à l'aise, mais jamais de cette manière. C'était donc une semaine avant son 18e anniversaire et elle était avec sa sœur Erika à une foire. Erika et elle se promenaient et ont repéré l'un de ses amis plus âgés, qui devait avoir 26 ou 27 ans, nous l'appellerons Jason, avec qui sa sœur avait travaillé dans un restaurant. À ce moment-là, il travaillait à un stand sur la foire, alors elles ont décidé d'aller s'asseoir avec lui, mais au bout de quelques minutes, Erika devait aller aider sa mère pour quelque chose. Anna est donc restée en l'attendant et pendant que Jason et elle discutaient, elle a vu Case s'approcher d'elle. Il a salué son amie, puis elle, et il a essayé de la prendre dans ses bras. Mais elle lui a juste fait une accolade de côté, tout en restant assise. Il parlait à la fois à elle et à Jason, mais il regardait en même temps fixement les jambes de Anna. Ce jour-là, elle portait un short, mais il la faisait se sentir nue avec son regard répugnant. Elle le savait, il était limite en train de baver en la regardant. C'était terrifiant.
Finalement, son ami s'est levé pour renseigner un client et à ce moment-là, un sentiment de terreur l'a submergée. Case a alors dit qu'elle devrait lui donner son numéro de téléphone avec le sourire le plus effrayant qui existe. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle était bouche bée, paralysée et elle sentit une grosse boule dans son estomac. Le visage de Hannah était devenu blanc et pour la première fois dans sa ville, elle s'est véritablement sentie en insécurité, coincée derrière un stand, sans personne, avec cet homme vraiment terrifiant. Paniquée, elle lui a raconté un mensonge, disant qu'elle allait bientôt obtenir une nouvelle carte SIM et que son numéro allait changer. Et elle en est restée là. Après cela, Jason est revenu et Case les a quittés. Elle a alors craqué et a raconté à son ami ce qui s'était passé. Et il lui a conseillé d'aller tout raconter à sa mère. Elle est alors retournée voir sa mère et lorsque Hannah s'est approchée d'elle, elle s'est levée car elle a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a alors raconté tout ce qui s'était passé à sa mère et aux autres personnes qui étaient là. Elle explique que sa mère est immédiatement passée en mode maman féroce et s'est dirigée vers l'endroit où Case avait son stand. Elle n'a pas entendu ou vu ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle sait, c'est que Case ne l'a jamais ennuyée à nouveau et elle en est très reconnaissante. La grande gueule a encore frappé, d'après elle. Cela montre simplement que peu importe votre âge, vous aurez toujours besoin de votre mère. Un homme bizarre dans un hôpital, une église et un bruit étrange, et une porte paranormale, c'est le résumé des 3 threads d'horreur d'aujourd'hui. Des histoires toutes différentes qui vont vous faire frissonner. Alors j'espère que vous êtes prêts. Et si jamais c'est le soir et que vous allez potentiellement vous coucher juste après ça, eh bien bon courage pour dormir après avoir entendu ce que vous allez entendre. Et sur ce, on ne perd pas plus de temps et on retourne directement à cette vidéo. Bon courage, j'espère que vous avez les nerfs bien accrochés. On est parti. Cette première histoire, c'est celle de Luna. Et elle explique qu'à ce moment-là, elle est à l'hôpital pour soigner une surinfection pulmonaire due à sa mucoviscidose. Grosse force à toi Luna si tu passes par là. Comme elle est atteinte de cette maladie, elle a une chambre individuelle et elle explique que les nuits sont difficiles avec les perfusions et l'oxygène. Et justement, au milieu de son sommeil, un soir, elle entend quelqu'un passer devant sa porte en traînant des pieds. Au début, elle n'y prête pas vraiment attention, mais plus tard, elle entend cette personne repasser à plusieurs reprises. Sa chambre est située au bout du couloir et en face, il y a une petite alcôve sombre où les infirmiers rangent des chaises roulantes. À ce moment-là, elle pense que c'est juste quelqu'un qui se promène parce qu'il n'arrive pas à dormir. Dans sa chambre, elle explique qu'elle ne peut pas voir directement la porte d'entrée, car elle est cachée par le coin des toilettes. Après ces bruits, elle essaie donc de se rendormir, mais elle entend de nouveau les pas traînants de cette personne. Mais cette fois-ci, elle s'arrête devant sa porte et l'ouvre doucement. Elle ne peut pas voir qui c'est, mais elle voit son ombre sur le sol. Elle est terrifiée et incapable de bouger, se demandant ce qui va se passer. Puis la personne entre dans sa chambre, en avançant lentement. C'est là qu'elle voit que c'est un homme et il se dirige vers une armoire qu'il ouvre ensuite et en sort une culotte. Ok. Quand elle voit ça, elle pense que c'est juste un voleur de sous-vêtements. Elle retrouve alors un peu de courage et lui crie dessus, lui ordonnant de sortir immédiatement. Il est surpris car il pensait sûrement qu'elle dormait et il lui dit quelque chose d'une voix plaintive qu'elle ne comprend pas, puis il sort. Elle appelle ensuite immédiatement l'infirmier. Au début, il ne la croit pas. Oui, bah bien sûr, elle va inventer, trou de balle. Mais plus tard dans la même nuit, il surprend ce même homme en train d'essayer de rentrer de nouveau dans sa chambre. Elle entend alors le même infirmier crier et la même voix plaintive de l'homme qui parle de manière incompréhensible. L'infirmier vient dans sa chambre ensuite pour s'excuser de ne pas l'avoir cru et la rassure en lui disant que tout est réglé cette fois-ci. Pfiou, bon, ça va. Il se rattrape le petit trou du cul. Mais elle lui dit qu'elle ne pourra pas dormir de toute la nuit à cause de cette affaire. Il lui donne alors un médicament pour l'aider à dormir. Et elle s'endort. Le lendemain matin, elle est réveillée en sursaut par le cri strident d'une infirmière. Cette infirmière crie « Réanimation, vite !» Elle entend alors beaucoup de bruit. Des machines qui roulent, des gestes de réanimation, etc. À ce moment-là, les minutes semblent interminables. Mais elle ne peut pas sortir de son lit pour se renseigner. Puis tout à coup, tout redevient calme, à part des sanglots au loin. Elle comprend qu'il y a eu un décès. Plus tard, le médecin, lors de sa visite matinale, lui fait comprendre que c'est un voisin de chambre, un homme perturbé, qui avait de graves problèmes respiratoires. Il se promenait toute la nuit sans son oxygène et se cachait parmi les chaises roulantes, pour une raison inconnue. Il aurait alors fini par manquer d'air et il n'aurait été découvert que le matin. Mais Luna, elle sait pourquoi il s'est caché parmi les chaises roulantes. Il voulait à nouveau rentrer dans sa chambre, mais l'infirmier le surveillait de près. Pour elle, c'est sûr, il voulait s'y cacher pour attendre le bon moment et pénétrer une nouvelle fois dans la chambre de Luna. Pour y faire quoi? Elle ne le saura jamais, mais elle sait que cet homme est littéralement mort à cause de sa perversité.
Par la suite, cette expérience traumatisante resta gravée en elle, et il lui fallut beaucoup de temps pour retrouver de la sérénité. Heureusement, le personnel médical attentionné l'aida à se sentir en sécurité, mais elle n'oubliera jamais l'ombre sombre qui planait sur sa chambre d'hôpital. La prochaine histoire, c'est celle de Maïva, qui nous raconte une histoire qui s'est produite en juin 2022. C'est donc assez récent. Ayant mal vécu l'histoire, elle a encore plus flippé lorsqu'elle a découvert qu'elle n'était pas la seule à l'avoir vécu. Pour vous mettre dans le contexte, c'était lors d'une fête annuelle de son village. Malgré les 400 habitants qui y résident, elle explique que c'est la meilleure ambiance de toute l'année, et qu'il y a de l'alcool et bouffe à foison. Vous aurez compris, une grosse soirée où tout le monde peut se mettre une grosse race. De plus, cela faisait depuis 2019 que la fête n'avait pas eu lieu, dû au Covid, donc tout le monde était impatient. Impatient de se déchirer le gosier. Elle nous explique que ce n'est pas juste la fête le soir, mais que la journée, il y a des épreuves en équipe avec à la clé un prix, et le soir venu, il y a un grand feu qui est allumé dans un grand espace vert derrière l'église où tout le monde vient danser autour. Elle précise tout de même de ne pas s'inquiéter et que ce n'est pas un acte sectaire. Ouf, heureusement que tu nous le dis parce qu'on commençait à s'inquiéter. Donc vers 23 h, Luna est en train de discuter autour du feu avec un garçon de 2 ans de plus jeune qu'elle qui vient d'emménager depuis peu. Tout se passe très bien, mais au bout d'un moment, il lui demande si elle entend un bruit. Pour préciser, il n'y a quasiment personne autour d'eux. Elle lui dit donc que non, mais il s'avance un peu vers la source du bruit qu'il a entendu pour essayer d'identifier, mais il ne voit rien et elle lui dit que cela doit être probablement un adulte qui a trop bu et qui a dû s'endormir dans un buisson. La routine durant cette soirée apparemment. Quand je disais qu'il se déchirait la gueule. Bref, après ça, il passe alors vite à autre chose. Malheureusement, Luna se met à vomir 2 fois quelques instants après sans aucune raison. Cela vient soudainement, sans explication. Sans explication. Va pas nous la faire à nous. Elle reste alors avec une amie jusqu'à la fin de la fête, jusqu'à environ 4 h du matin. À ce moment-là, il n'y a plus personne à part quelques adultes un peu éméchés. Le père de Luna étant déjà rentré et sa mère qui reste discuter avec les derniers, Luna décide de rentrer seule. Elle explique que ce n'est pas plus effrayant que ça, car elle habite à 5 minutes du lieu de la fête, dans un petit village, et si besoin, elle peut retourner à la soirée, là où il y a des adultes. En plus, elle est déjà rentrée seule dans ce village la nuit, et elle est donc sereine, car à part quelques histoires de cambriolage, il ne s'est jamais rien passé d'extraordinaire. Pour rentrer chez elle, dans son lotissement, elle doit longer une église, une ferme, puis un champ, et 20 pas plus loin, elle arrive chez elle. Lorsqu'elle commence donc à longer l'église, plus précisément, elle marche sur le trottoir d'en face, elle commence à entendre un bruit. Au premier abord, elle le décrit comme une respiration régulière très forte, comme si quelqu'un dormait dans le cimetière de l'église, et qu'il ronflait fortement. Elle ne s'inquiète pas plus, se disant que c'est sûrement quelqu'un qui a fini bourré après la soirée, et qui s'est endormi dans le cimetière. Elle s'avance, et là, elle commence à se sentir mal. Très mal. Et elle a comme un mauvais pressentiment. Au fur et à mesure qu'elle avance, elle a la sensation que le bruit la suit. Pas de derrière elle, mais plutôt du trottoir d'en face, comme s'il la suivait de l'église jusqu'à la ferme. Elle se retourne et regarde de tous les côtés, mais elle ne voit rien. Personne. À présent, une autre hypothèse s'ajoute sur le bruit. Elle a aussi l'impression que c'est comme si quelqu'un lui disait « chut, chut » de façon régulière. Elle n'a qu'une envie, rentrer le plus vite possible chez elle. Au début, elle pense que quelqu'un veut juste lui faire peur, voyant qu'elle est seule, mais il n'y a qu'elle, elle en est sûre. Si ça avait été quelqu'un, elle aurait entendu des bruits de pas au fur et à mesure que le bruit la suivait. Surtout que sur le trottoir d'en face, il n'y avait personne. Et que dans la ferme, elle explique qu'il y a de la paille et que lorsqu'on marche sur de la paille, ça devrait faire du bruit. À ce moment-là, elle flippe grave. Elle se sent bizarre et fortement en danger et elle décide donc d'accélérer le pas tout en faisant des vocaux au garçon qu'elle vient de rencontrer. Elle réécoute alors ses vocaux où elle explique qu'on sent qu'elle est effrayée. Mais malheureusement, on n'entend pas le bruit. Elle explique aussi que sous le coup du stress, elle n'a même pas pensé à filmer pour enregistrer le bruit. Elle finit donc par dépasser la ferme et lorsqu'elle longe le champ, elle entend toujours le bruit, mais plus elle s'éloigne du champ, plus le bruit s'éloigne aussi. C'est comme si le bruit ne pouvait pas dépasser la ferme. Elle arrive chez elle totalement chamboulée et en parle au nouveau garçon du village. Elle se souvient de ce qu'il lui a dit plus tôt lorsqu'ils étaient autour du feu, quand il a entendu un bruit qu'elle n'a pas entendu. Elle lui parle alors de ça et elle lui décrit le bruit flippant qu'elle a entendu plus tôt. Là, c'est la sueur froide. D'après lui, c'était le même bruit et il est sûr qu'il a entendu la même chose. C'est vraiment étrange, car il a entendu ce bruit vers 23 h, à une trentaine de mètres de l'église, et elle vers 4 h, de l'autre côté de l'église, jusqu'à la ferme. Comment ils auraient pu entendre ce bruit qui leur a glacé le sang assez distinctement tous les deux, à 2 heures différentes et à 2 endroits à peu près différents? La seule chose dont ils sont sûrs,
c'est que le point central, ce serait l'église. Et ce n'est pas fini. Le lendemain, elle débriefe de la soirée avec sa voisine sur Instagram. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Instagram, on fait plein de trucs, on s'amuse bien, et nous aussi on débriefe de plein de choses. Donc c'est dans la description, allez-y, à tout de suite. Sur un coup de tête, elle lui raconte ce qui lui est arrivé. Et là, nouvelle douche froide. Elle flippe grave. Pourquoi ? Car sa voisine lui raconte qu'il lui est arrivé la même chose sur le même chemin du retour vers 2h30 du matin. Et elle lui partage ses ressentis très précis en précisant que comme elle se sentait ultra mal et qu'elle n'était pas bien. Elle, par contre, avait activé son flash dans la direction de la ferme pour voir d'où pouvait provenir le bruit. Malheureusement, elle n'avait rien vu. Et ce n'est toujours pas fini, car Maïva apprend le même jour que son frère avait entendu le même bruit. Elle n'était donc pas folle, et il serait au moins 4 à avoir entendu ce bruit malaisant et mystérieux. L'été suivant, ils ont beaucoup parlé et spéculé de cette histoire avec sa voisine et les autres. Ils se sont alors promis que l'année d'après, ils mèneraient une enquête. Et vers le milieu du mois d'août de la même année, ils ont eu de nouvelles infos. Un ami du père de sa voisine connaît un druide et lui a parlé de la fête. Oula, ça va pas en couille cette histoire, hein. Moi, les seuls druides que je connais, c'est dans World of Warcraft. Ceci dit, c'est stylé, j'aimerais bien rencontrer un en vrai. Elle lui aurait alors montré des photos du grand feu et le druide lui aurait dit qu'il y avait des esprits dans le feu. Il lui aurait montré par exemple qu'à tel endroit sur la photo, il y avait une sorcière et qu'à côté, il y aurait différents esprits. Justement, dans la direction de l'église. Luna, après ça, a totalement flippé. Aujourd'hui encore, elle n'a pas de réponse sur ça. Elle se demande, est-ce que c'était des esprits qui sifflaient des chut chut particulièrement malaisants en la suivant ce soir-là? Puis, est-ce que ces vomis soudains étaient signes avant-coureurs de ce qui allait se passer? Elle ne le sait pas. Moi, je pense que c'était surtout des signes avant-coureurs d'une gueule de bois, mais chacun son avis, hein. Bref, elle aimerait aujourd'hui vraiment trouver des réponses à tous ces phénomènes. Alors, si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires. Et si la vidéo te plaît, abonne-toi, explose le bouton pouce bleu et partage. Ça permettra peut-être de trouver qu'est-ce qui est à l'origine des chut qui terrorisent tellement Maïva. Merci pour votre aide. La prochaine histoire, c'est celle de Amanda, qui a 30 ans au moment des faits et qui nous explique qu'aussi loin qu'elle se souvienne, elle a toujours eu un sens aiguisé pour les phénomènes étranges. Le paranormal, vous y croyez vous? Dites-le moi dans les commentaires aussi, ça m'intéresse. Moi, ça me fait flipper, vraiment. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps, vous le savez, mais ce principe de pouvoir surnaturel et inarrêtable, ça me met pas bien. Bref, trop de blabla. Passons à cette histoire qui est arrivée à Amanda et qui va vous glacer le sang. Il y a 9 ans de cela, elle a accouché de son deuxième enfant, une merveilleuse petite fille, qui a malheureusement fait une mort subite du nourrisson lorsqu'elle avait 3 mois. Grâce à ce don que prétend avoir Amanda, elle a senti sa fille mourir, et malgré le fait qu'elle l'ait retrouvée morte dans son lit, telle une poupée de chiffon, d'après sa description, elle est parvenue à la réanimer. Certains penseront à l'instinct maternel, d'autres à un troisième œil, d'autres à toute autre chose, mais là n'est pas son histoire. Comme elle l'a dit, elle a donc retrouvé sa fille morte, mais elle est revenue à la vie. Lorsque l'ambulance est arrivée, elle avait fait un arrêt cardiaque et les ambulanciers ont réussi à la ramener. Heureusement, elle a survécu. Plusieurs mois après cette tragédie, ils ont décidé d'emménager dans une maison plus grande pour leur petite famille. Quelques jours après leur emménagement, la petite fille de Amanda a commencé à avoir un comportement suspect, sans compter le fait qu'elle-même sentait quelque chose dans la maison, mais qu'elle était incapable de l'expliquer. Ayant déjà eu plusieurs histoires étranges dans sa vie, elle sentait que cette fois-ci, c'était différent. Un soir, alors que sa petite fille était malade, que son mari n'était pas là et que sa plus grande fille dormait dans son lit paisiblement, elle a décidé de la faire dormir près d'elle pour la garder à l'œil. Et pour vous situer la disposition et vous permettre d'imaginer, la porte de sa chambre se trouve face à son lit. Et alors que sa petite fille dort, elle se met à hurler de terreur d'un coup, sans raison apparente, en regardant vers la porte ouverte. Et alors qu'Amanda se réveille en sursaut et regarde vers la porte, elle voit quelque chose. C'est le premier soir où elle a aperçu ce qu'elle nomme une ombre étrange. Le lendemain, elle a alors contacté une copine qui connaissait une médium. Celle-ci l'a immédiatement contactée en lui demandant son accord pour passer son numéro de téléphone à un homme qui, selon elle, pourrait l'aider. Et elle a accepté. Car au final, elle se disait qu'elle ne risquait rien à parler avec quelqu'un au téléphone. Non, elle précise tout de même que cette femme ne la connaissait pas. Ne connaissait pas son histoire. Et l'homme qui allait la contacter, non plus. Le soir même, cet homme l'a contacté en lui expliquant qu'il allait peut-être pouvoir l'aider. Mais qu'au vu du nombre de kilomètres les séparant, il aimerait essayer quelque chose. Cet homme lui a alors demandé de se déplacer dans sa maison. Et elle ignore comment, il était capable de lui dire dans quelle pièce elle se trouvait à chaque fois, sans erreur. Au moment où elle est arrivée à l'étage, il lui a demandé de prendre la première porte à droite.
de se diriger vers le fond de la chambre où se trouvait le lit de sa plus jeune fille, celle qui a fait la mort subite et fait la terreur nocturne, je précise pour ceux qui suivent plus au fond. Bref, imaginez sa frayeur et son étonnement qu'un homme qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, a capté la rêve paranormale ou pas, lui dise toutes ces choses-là. Il lui a ensuite expliqué ressentir une énorme énergie provenant de sa plus petite fille, qu'elle aurait hérité de l'instinct surdéveloppé de sa mère et que quand elle serait morte, elle aurait laissé une porte ouverte derrière elle. L'homme explique alors qu'à Amanda que ce que elle ressent, sa fille, elle, doit être capable de le voir. Je tourne cette vidéo de nuit et je me chie dessus là. Premier degré, je rigole même pas. Cet homme au téléphone lui a ensuite expliqué qu'une vieille femme vivait dans sa maison, qu'elle était décédée il y a plusieurs décennies, mais qu'elle aimait partager la vie des mortels, car elle n'était toujours pas prête à partir, car du temps de son vivant, elle était seule et personne ne l'attendait ailleurs. Après cet appel, Amanda et son mari, pris de panique, ont pris leur fille et sont partis quelques jours chez un membre de leur famille. Un soir, sa cadette, encore petite, lui a juste dit « La dame pleure car plus à la maison ». Ces mots resteront à jamais gravés dans sa mémoire. Allez, encore des frissons, je vous jure, ça met pas bien ces histoires. Hein. Ils ont finalement décidé de rentrer chez eux. Et depuis, ils vivent très bien la cohabitation, et ça, depuis plus de 7 ans maintenant. Coloc avec un fantôme au plus grand des calmes. Amanda nous explique alors qu'il arrive souvent que des objets disparaissent ou qu'elle entende sa fille parler seule, même encore aujourd'hui. Mais elle est persuadée que cette dame veille sur leur fille et éloigne les mauvais esprits d'elle. Je serais pas aussi persuadé que toi, mais bon. Malgré tout ça, ils se sentent tous en sécurité dans leur maison. Moi, personnellement, ça fait longtemps que j'aurais déménagé, je te le dis. Waouh, je transpire du fion. Désolé pour les conneries que je dis, mais ça me détend. En tout cas, si toi aussi tu as le fion qui transpire, pas sûr du tout de celle-ci, abonne-toi et like et partage pour qu'on transpire tous plus du fion. Bordel, ça va un peu trop loin là, non? Bref, sur ce la famille, je vous laisse aller voir une autre vidéo d'horreur juste ici, où vous allez cette fois transpirer des aisselles. Et moi, je vous fais un bisou.